Ok, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier numérique où nous allons parler de Google Analytics 4. Alors, cet atelier, analyser son audience pour piloter son site web, parce que vous savez que pour prendre les bonnes décisions et pour optimiser votre site web en se basant sur des faits concrets, il est nécessaire d'analyser son audience. Alors, il existe plusieurs outils qui permettent d'analyser l'audience sur le marché, hein. Google Analytics n'est pas le seul, mais c'est celui que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, notamment parce qu'il y a eu cette année, au 1er juillet, une bascule entre l'ancienne version des propriétés Analytics, qui étaient les propriétés Universal Analytics, vers les propriétés Google Analytics 4. Et on verra aujourd'hui en particulier les différences qu'il peut y avoir entre les deux versions des logiciels d'analyse de trafic qui sont proposés par Google. Donc au sommaire, on va parler brièvement de la Google Marketing Platform. Ensuite, nous allons voir comment mettre en place la balise de suivi sur votre site internet. On fera un petit versus entre Universal Analytics et Google Analytics 4 pour voir un petit peu les différences qui existent entre ces deux applications. Nous parlerons ensuite des rapports et des collections. Puis, on verra en fin de séance, si on a le temps, comment gérer des événements personnalisés, puisque c'est l'une des puissances de Google Analytics 4, c'est l'API gtag.js qui permet de faire remonter des événements personnalisés pour pouvoir aller suivre des choses très précises et très spécifiques à votre domaine d'activité et à votre site internet. Alors, GA4, qu'est-ce que c'est, hein? Je vais utiliser cet acronyme durant cet atelier, hein. Quand je dis GA4, évidemment, je veux dire Google Analytics 4. Donc, qu'est-ce que c'est GA4? Ben, c'est un service d'analyse d'audience de site internet. Voilà, il est gratuit. Il faut juste posséder un compte Gmail, un compte Google. Et il est utilisé par plus de 10 millions de sites dans le monde, et on parle de 80% de parts de marché. Donc si vous n'êtes pas familier ou familière avec les outils d'analyse de trafic Google, ou si vous êtes en train de faire du benchmarking pour choisir une solution d'analyse de trafic, eh ben, je vous recommande d'essayer le compte de démonstration Google Analytics 4 qui est mis à disposition des utilisateurs par Google. Voilà, en fait, ce compte, il va simuler une propriété et il vous permettra d'accéder à des métriques pour un site e-commerce ou pour une application sur smartphone. Donc, quand vous vous rendez à l'adresse URL qui était indiquée sur le slide précédent, eh bien, vous avez la possibilité d'identifier le compte qui vous intéresse. Voilà, moi, je vous recommande de prendre le compte Google Merchandise Store, hein, pour accéder aux données d'un site e-commerce. Voilà, il vous suffit de cliquer dessus et puis vous arrivez sur le compte et vous pouvez consulter tous les rapports et vous faire une idée des possibilités offertes par cet outil. Ok, maintenant on va parler brièvement de la Google Marketing Platform, qui est une plateforme unifiée d'analyse et de gestion de campagnes publicitaires. Et aujourd'hui, effectivement, il va falloir passer par cette plateforme qui centralise 7 services pour pouvoir créer son compte Google Analytics. Donc cette plateforme, en fait, son objectif, c'est d'accompagner les annonceurs dans leur démarche d'optimisation et de suivi des conversions en ligne et des conversions liées aux publicités, à l'advertising qu'on peut faire en ligne. Donc il y a 2 versions, hein, de la plateforme. Il y en a une pour les PME qui est gratuite et une pour les grands comptes.
Donc si vous souhaitez, accéder à GA4, eh ben, vous devez posséder un compte, Google, ça je l'ai déjà dit, et vous devez vous rendre à l'URL suivante. D'accord? Donc https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/analytics et vous arriverez directement sur la capture d'écran, que je vous ai affichée sur ce slide. Alors si vous, possédez déjà un compte, bah, il vous, suffira de cliquer sur «Se connecter à Analytics». Sinon, vous utilisez le deuxième bouton d'appel à l'action, «Se lancer dès maintenant». Lorsque vous arrivez dans, l'application Google Analytics, la première chose que vous devez faire, c'est de créer un compte administrateur. Alors pour quelle raison? Parce que, les outils, de gestion d'analyse de trafic Google permettent de gérer des droits d'accès. D'accord? Vous avez, donc le droit, heu, tous les droits, heu, avec un compte administrateur et après vous pouvez, créer des comptes qui ont des droits, restreints, heu, qui peuvent, donc être des collaborateurs ou tout simplement des personnes à qui vous souhaitez donner un accès à certains, rapports Google Analytics, uniquement par exemple en lecture. Donc la création de votre compte administrateur, il va se dérouler en 5 étapes. Donc vous allez commencer par donner, heu, un nom à votre compte, ensuite vous allez créer une propriété, GA4, hein. Vous pouvez avoir plusieurs propriétés rattachées à un compte. Généralement quand on est un professionnel du web, bah, on a souvent, plusieurs propriétés, donc plusieurs sites web ou plusieurs applications à gérer en même temps, mais on n'a qu'un seul compte administrateur. Ensuite, bah, vous allez, donner des informations, complémentaires à Google en décrivant l'activité de votre entreprise. Vous allez, définir vos objectifs commerciaux et enfin, vous allez sélectionner une source de données. Donc c'est à l'étape 5, hein, au moment de sélectionner, heu, cette source de données, ce flux de données que ça se corse un tout petit peu. Donc je vais m'attarder un petit peu plus sur cette partie pour essayer de vous expliciter, comment procéder. En fait, le flux, il va collecter des informations sur votre site web et il va les envoyer ensuite à GA4. Donc, bah, il est indispensable de paramétrer correctement le flux de données. Pour un site internet, bah, c'est relativement, facile de configurer ce flux de données. Il vous suffit, premièrement, d'indiquer l'adresse URL du site web et deuxièmement, de donner un nom explicite à ce flux de données. Vous pouvez voir sur cette capture, hem, une représentation de, comment ça se présente et comment ça s'agence sur Google Analytics. Hein, vous choisissez le protocole, l'adresse URL de votre site web et vous donnez un nom explicite à ce flux pour pouvoir le retrouver dans la liste de flux si vous avez plusieurs flux. Vous voyez une petite boîte qui s'appelle «Mesures améliorées». Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ces mesures améliorées? Eh ben, ça permet de créer automatiquement des événements en fonction de certaines actions, qui sont réalisées sur le site web. Donc, ces actions, on peut, les lister. Donc le défilement de la page, c'est une action. Les clics sortants, quand vous cliquez sur un lien qui sort du site web. La soumission de formulaires de recherche, la soumission de formulaires tout court, la lecture de vidéos, le téléchargement de fichiers. Alors si vous savez ce que vous faites, vous pouvez, effectivement désactiver, heu, certains événements que vous n'avez pas l'intention d'utiliser, hein, et ce pour éviter de polluer les rapports avec des données entre guillemets «inutiles». Sinon, si, vous ne savez pas exactement ce que vous faites, je vous recommande de tout simplement laisser, cocher toutes les mesures par défaut. Vous pourrez éventuellement, vous en affranchir plus tard. Et voilà, donc on arrive à la fin, de l'étape de, configuration du flux de données et à ce moment-là, vous avez, une fenêtre qui arrive et qui vous, donne, le code de la balise, qu'il va falloir intégrer sur le site internet, pour pouvoir faire remonter les données.
Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de copier-coller ce bout de code dans un fichier de texte parce que vous en aurez besoin plus tard. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil-là? C'est parce qu'en fait, pour retrouver ensuite ce bout de code dans l'interface d'administration, c'est possible, mais c'est légèrement contre-intuitif et ça peut vous faire perdre énormément de temps. Alors, tant qu'à faire, vous faites juste un petit copier-coller à ce moment-là de la procédure et vous êtes sûr que vous ne perdrez pas de temps plus tard. OK, on passe à la partie 2 et on va, parler de la mise en place de la balise de suivi. Donc effectivement, comme je l'ai déjà dit, pour fonctionner, Google Analytics 4 a besoin de communiquer avec votre site internet. Et pour ça, il faut utiliser le tag Google, celui qu'on a vu juste avant et il faut insérer ce tag théoriquement, hein, la plupart du temps dans l'en-tête des pages web. Il y en a qui le mettent plutôt dans le footer, mais il est recommandé de le mettre dans l'en-tête. Voilà, il y a une toute petite différence entre le fait de le mettre dans l'en-tête et dans le footer. On va pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Moi, je vous conseille de le mettre dans l'en-tête. Si vous savez très bien ce que vous faites, il y a aucun problème, vous pouvez également, le charger, dans le pied de page. Donc en fait, le rôle, des en-têtes des pages web, ça va être de fournir des métadonnées sur la page et de charger des ressources qui sont nécessaires au fonctionnement du site, hein, notamment des feuilles de style, des, polices d'écriture, des scripts JavaScript, heu, et cetera. Alors pour, charger, cette, balise, en fait, il y a en gros, hein, 2 solutions. Soit vous le faites manuellement. Alors j'ai mis entre parenthèses pour les experts, hein, donc c'est pas très difficile, hein, de faire cette manipulation-là, mais il faut avoir une relative, bonne idée, du fonctionnement de votre site web, et du fonctionnement, globalement, d'un site internet. Heu, voilà, donc si vous êtes pas confiant ou que vous avez, pas une connaissance, très précise du fonctionnement de votre site internet, je vous déconseille d'essayer de le faire à la main. Voilà et je précise, hein, vous verrez, je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure, mais il est, possible, non seulement d'implémenter la balise, mais on peut rajouter un petit truc en plus, une structure conditionnelle, pour faire, une implémentation un petit peu plus chiadée, hein. J'aurai l'occasion d'y revenir rapidement. Sinon, bah, si vous utilisez notamment un système de gestion de contenu, un CMS, je vous recommande d'utiliser un plugin, hein. Il y a des extensions qui font le boulot très bien et pour, utiliser ces extensions, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver l'idée de mesure de votre propriété GA4. Allez, un petit zoom sur, l'intégration manuelle. Donc on va faire dans un premier temps une intégration manuelle basique. Donc là, pour, réussir à faire ça, bah, déjà, il faut accéder aux fichiers de votre site internet. Donc là, pour, y arriver, on utilise le protocole FTP, hein, qui veut dire File Transfer Protocol, et on utilise un client FTP type FileZilla ou autre. Une fois que vous avez accédé au fichier de votre thème, vous allez ouvrir le répertoire WP Content, vous allez aller dans les thèmes, vous allez localiser le répertoire du thème courant que vous utilisez, et à l'intérieur de ce répertoire, vous allez chercher un fichier qui s'appelle header.php. Voilà. Alors, je ne vous explique pas ici ce que c'est qu'un hook WordPress, d'accord? Sachez juste que ici, quand on appelle WP-Aid, eh ben, on va charger tout plein de choses dans, l'entête de toutes les pages web du site. Donc là, l'implémentation manuelle basique, bah, je vais, tout simplement charger par défaut la balise, gtag.js sur toutes les pages du site. Point barre. C'est l'implémentation la plus simple et qui fonctionne bien. Mais par contre, effectivement, vous n'avez pas de maîtrise, si vous voulez charger ou non la balise en fonction de certaines conditions. Voilà, c'est l'implémentation de base. Pour faire une implémentation avancée, et ben justement, on va pouvoir utiliser ce fameux hook WP-Aid et lui donner une instruction en lui disant: «Lorsqu'on va t'appeler WP-Aid, tu vas charger la balise Google et en plus, tu vas respecter,
une condition, c'est que tu vas charger cette balise que si le visiteur n'est pas connecté à l'interface d'administration. Et pour quelle raison? Parce que les gens qui sont connectés à l'interface d'administration, c'est des gens qui administrent le site et qui ont un comportement sur le site qui n'a rien à voir avec un comportement de navigation naturel que pourrait avoir un internaute lambda sur votre site internet. Alors, ça paraît peut-être un petit peu compliqué de faire ça, mais en fait, on va se contenter d'utiliser une fonction qui existe, hein, une fonction WordPress, qui s'appelle is user logged in et qui va renvoyer un booléen. Ça va renvoyer donc vrai ou faux. Voilà. Cette fois, je ne vais pas aller mettre ça dans le header, dans le fichier header.php, mais je vais aller dans un fichier qui s'appelle function.php qui se trouve exactement au même endroit ce qui va donner le résultat suivant. Alors, je vais détailler brièvement ce code. Vous avez une fonction qui s'appelle add analytics tag. Je vais créer une structure conditionnelle avec un si et je dis si l'utilisateur n'est pas connecté, alors tu m'écris la balise. Et je crée une action. C'est-à-dire que je vais hook le WP-head et je vais lui dire tu m'exécutes dans le WP-head la fonction add analytics tag avec le 10, c'est une notion de priorité. Voilà, c'est un détail. Donc du coup, à chaque fois que vous allez charger une en-tête de page sur votre site WordPress, la fonction add analytics tag va s'exécuter, va vérifier est-ce que vous êtes connecté en tant qu'administrateur ou pas, et si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, la balise ne se chargera pas. Et donc, vous ne polluerez pas vos statistiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon repo GitHub et aller télécharger ce script, ce petit morceau de code pour l'implémenter sur votre site WordPress. Je vous mettrai le lien en description. Alors, comment est-ce que je peux récupérer mon idée de mesure? Donc là, on avait parlé, si je remonte dans les slides ici, de CMS. Alors évidemment, j'ai pas précisé, mais je vais parler quand je parle de CMS, il y en a plein des CMS, mais moi je vais parler de celui qui est le plus utilisé au monde, WordPress. Mais ce n'est pas le seul CMS qui existe, évidemment, d'accord? Donc moi je me permets d'utiliser et de parler de l'outil qui est le plus utilisé parce que je pense que, ça va concerner un maximum, d'entre vous. Voilà, il y a d'autres CMS, mais le principe de fonctionnement concrètement est quasiment le même. Donc, je vais récupérer mon idée de mesure parce que c'est ça que, le plugin ou l'extension que je vais rajouter va me demander pour pouvoir implémenter la balise, sur les pages de mon site web. Donc comment est-ce que je fais? Eh ben, je vais, me rendre dans la partie administration, en cliquant sur le petit engrenage, en bas à gauche de la barre latérale. Dans la vignette qui s'appelle collecte et modification des données, je vais simplement cliquer sur, flux de données. Voilà, donc ensuite vous allez voir, la liste des flux de données. Donc là, vous cliquez sur le flux de données que vous avez créé pour votre site internet. Et une fois que vous arrivez dans les détails de ce flux de données, à droite de l'écran, là je l'ai entouré en rouge, vous avez l'idée de mesure. Alors je vous fais une petite démonstration que j'ai faite, que j'ai enregistrée à partir d'une extension ou d'un plugin qui s'appelle GA Google Analytics. Je vous ai mis l'adresse URL en haut là, donc vous pouvez tout simplement la copier et aller télécharger cette application. Bon, alors elle est bien notée, beaucoup d'utilisateurs. Elle est relativement simple dans sa version gratuite, mais elle fait le job. Et elle permet de choisir l'emplacement de la balise, d'accéder à l'API de la balise GTag pour paramétrer des commandes avancées. Donc ça, c'est l'API gtag.js, on en reparlera dans la partie 5. Et on a également la possibilité d'exclure les utilisateurs connectés en admin, même dans la version gratuite.
Alors, je vous ai montré juste avant comment faire manuellement. Ben voilà, cette extension, elle le fait toute seule. Vous n'avez pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, hein. C'est l'extension qui va tout faire toute seule. Donc une fois que vous avez, paramétré votre propriété, et qu'elle aura reçu du trafic, et ben, vous aurez un message qui apparaîtra dans votre flux qui vous dira: «La propriété a reçu du trafic au cours des dernières 48 heures». Allez, je vous parle d'une autre chose qui est, très importante, à réaliser pour, avoir des statistiques, cohérentes et représentatives, c'est d'exclure le trafic interne, de votre entreprise. Alors la fonction, elle est intégrée, à Google Analytics, néanmoins, c'est pas forcément très intuitif et très facile de la mettre en œuvre. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous présenter, comment procéder. Donc cette, procédure, elle se déroule en 2 étapes distinctes. L'identification du trafic interne, premièrement, et deuxièmement, la création et l'activation d'un filtre, sur, le flux de données de votre site web. Alors, l'identification du trafic interne, et ben, il faut retourner, dans, l'interface d'administration. Donc vous cliquez sur, votre petite, roue dentée et dans, heu, la liste déroulante paramètres de la propriété, vous allez, ouvrir collecte et modification des données et ensuite vous allez cliquer sur flux de données. Ensuite, vous allez sélectionner votre flux de données et dans le tableau balise Google, vous allez cliquer sur, configurer les paramètres de la balise. Je vous mets la capture d'écran, hein, voilà, j'ai la fenêtre balise Google et vous avez un petit tableau qui s'appelle, paramètres. Et en fait, c'est à cet endroit-là que ça peut être, déroutant, c'est qu'en fait, ce tableau-là, de base, il est replié et si vous ne le dépliez pas, vous ne pouvez pas voir, l'entrée qui s'appelle «Définir le trafic interne». Donc vous pouvez chercher longtemps, ça m'est arrivé moi-même de chercher longtemps, je ne me souvenais plus où est-ce qu'était, cette entrée et du coup, comme on la voit pas tout de suite, et ben, c'est, déroutant. Donc voilà, vous cliquez sur «Définir le trafic interne». Donc là, vous allez créer, une règle de trafic interne, donc vous allez lui donner un nom. Moi, bah, je l'ai appelé trafic CCI, hein, ensuite, je vais lui donner, une valeur pour, la variable traffic type. Donc moi, j'ai mis internal, hein, pour le trafic, interne et ensuite vous mettez la liste de toutes les adresses IP. Il peut y en avoir plus d'une, hein. Moi, j'ai plusieurs sites, sur, la CCI, de Lyon, donc je suis obligé de bannir les adresses IP publiques de, tous les sites, de la CCI. Alors vous avez un petit lien, hein, qui vous dit quelle est mon adresse IP. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez réussir à récupérer, l'adresse IP publique, du site sur lequel vous vous trouvez. Alors sinon, le type de correspondance, hein, je fais un toute petite aparté, bah, vous avez, la possibilité d'utiliser différents types de correspondance, hein. Vous avez le correspond à, donc ça c'est le match exact, hein, il faut que ce soit exactement, la chaîne de caractères que vous avez tapé dans la valeur. Mais vous pouvez aussi utiliser un commence par, un finit par, un contient, un se situe dans la plage, voire même utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières. Donc les expressions régulières, c'est des, modèles, des patterns qui décrivent, un ensemble de chaînes de caractères valides. Voilà, c'est un petit peu complexe, les regex, donc on va pas rentrer, dans le sujet, dans le détail maintenant. J'ai un atelier, qui permet de faire une initiation à ce que c'est qu'une regex et à comment ça fonctionne et peut-être que je referai cet atelier en 2025 pour vous aider à bien utiliser, Analytics 4, parce que c'est vraiment un outil très puissant. OK, donc j'ai défini mon trafic interne. Maintenant, bah, je vais filtrer mon flux de données. Donc pour ça, eh ben, je vais retourner au même endroit dans collecte et modification des données et je vais cliquer sur filtre de données. Et dans ce filtre de données, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais, donner un nom à mon filtre de données. Je vais lui choisir une option, parce que là, on va faire une exclusion, mais on pourrait tout à fait, envisager de faire une inclusion.
Et je vais penser à bien mettre dans le trafic type le nom, la valeur de la variable que j'ai créée tout à l'heure, qui est internal. Donc si je mets internal, il va aller chercher toutes les adresses IP que j'ai spécifiées et il va les exclure. Voilà. Et puis on pense bien évidemment à cliquer sur activer pour rendre le filtre actif. On m'a déjà posé la question, oui, il n'y a pas de rétroactivité, hein. Le filtre, il s'active et à partir du moment où vous avez activé le filtre, ça va commencer à filtrer. Les données avant ne seront pas filtrées avec le filtre que vous venez de créer. OK, partie 3. On va rapidement faire le point sur les différences entre Analytics 4 et Universal Analytics, qui est la version précédente. Donc, Google Analytics 4, franchement, c'est un vrai changement par rapport à Universal Analytics. Notamment, et ne serait-ce déjà qu'au niveau de l'interface, mais également au niveau de la façon dont sont collectées pardon, et traitées les données. Voilà, tout a changé. C'est un outil qui a été repensé pour répondre aux changements des parcours clients, qui sont dus à la multiplication des terminaux des plateformes et également, pour, se conformer, aux réglementations, sur la protection des données personnelles. Voilà. Donc GA4, il est plutôt, conçu pour tirer, profit au maximum de ce qu'on appelle des données first party. Donc c'est des données qui sont transmises de façon éclairée et avec consentement par votre audience. Voilà. Et pourquoi est-ce que maintenant, Google est obligé d'utiliser ce qu'on appelle les données first party? Bah, c'est parce que, les utilisateurs maintenant, ils ont la possibilité de faire disparaître, les cookies tiers. Hein, ils peuvent refuser l'utilisation des cookies et donc du coup, ben, Google se retrouve un petit peu, limité dans les données, qu'il peut, récupérer sur, les utilisateurs qui viennent sur votre site internet. Alors, voici un petit tableau qui fait bien la différence entre les 2 applications. Donc à gauche, Universal Analytics et à droite, Google Analytics 4. Voilà, donc par exemple pour le taux de rebond, on va voir, on va parler de taux de rebond sur Universal et taux d'engagement, sur Google Analytics 4, qui est en fait juste l'inverse. Le modèle, de données est basé dans Universal sur les pages vues, alors que, le modèle de données est basé sur les événements dans GA4. Dans Universal, il y avait une segmentation des propriétés pour les flux web et app, alors que désormais, c'est un flux de données unique. La méthode de suivi était basée sur les cookies. Maintenant, c'est une méthode hybride, cookies, mais surtout données first party. Dans Universal, les sessions, sont une durée temporelle, alors que dans, Google Analytics 4, les sessions, c'est une période d'activité de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui vient sur votre site, qui l'utilise et puis qui après, va manger, ben, la période de temps où elle est en train de manger, où elle n'est pas sur votre site internet, c'est pas considéré comme une durée de session, hein. Il est plus utilisateur de votre site à ce moment-là. Donc voici les grosses différences entre, les 2. Alors ça paraît, pas forcément, être des grosses différences, mais en pratique, ça change vraiment pas mal les choses. OK, on va parler maintenant des rapports et des collections. Donc évidemment, l'objectif d'analyser le trafic de votre site, c'est de cartographier, le comportement de vos utilisateurs, hein, de calculer un taux de conversion et évidemment d'identifier pardon, les points de friction. À quel endroit sur votre site il y a, des choses pas très ergonomiques qui incitent les utilisateurs à partir plutôt qu'à continuer leur cheminement. Donc en fait, évidemment, ces données, elles sont indispensables. C'est incontournable d'être capable, d'essayer d'identifier ces points de friction et d'être capable d'évaluer, le taux de conversion de vos pages, hein. Sinon, vous ne pouvez pas entreprendre de démarche d'amélioration continue. Donc en fonction de la page que, le visiteur aura atteint, sur votre site, vous pouvez vous faire une petite idée de son niveau d'engagement. Typiquement, sur un site e-commerce,
vous pouvez vous référer à un schéma de ce type que j'aime bien, en 3 parties. Vous avez les visiteurs, de votre site, hein, qui sont dans le haut de l'entonnoir, du funnel. Donc vous avez les gens qui sont arrivés sur la page d'accueil, des gens qui sont allés dans les pages de catégories, qui ont été voir des pages de contenu. Ensuite, vous avez, les gens qui sont au milieu de l'entonnoir, donc qui commencent à être intéressés. Là, ils sont allés sur les pages produits et voir sur les pages des résultats de recherche. Et enfin, vous allez arriver, sur les prospects chauds, c'est ceux qui ont, lancé le fameux tunnel de commande, hein, qui ont mis le produit dans le panier, qui ont cliqué pour l'acheter. Alors de base, GA4 intègre, les rapports, suivants, hein. Vous regardez, sur la capture à droite du slide. Vous avez un rapport vue d'ensemble, vous avez des rapports de données en temps réel. Vous avez un rapport détaillé du cycle de vie, un rapport détaillé de conversion et un rapport utilisateur. On va faire le tour de ces rapports pour voir un petit peu ce que propose Google et identifier quelles sont l'utilité de ces rapports. Alors, le rapport vue d'ensemble, ben, comme son nom l'indique, en fait, c'est une vue d'ensemble des différentes, métriques de votre site internet. L'objectif, c'est d'avoir un coup d'œil, rapide sur, l'état des lieux des performances du site. Donc évidemment, ce rapport, vous pouvez le personnaliser et ça peut être une bonne idée de donner accès, à ce rapport, aux gens qui, font partie des comités de direction et qui prennent, les décisions stratégiques, plutôt que de, leur partager des, graphiques qui auront pas forcément de signification, très, explicite, pour eux. Mieux vaut, partager des choses simples et visuelles. Donc c'est un peu l'objectif de ces, rapports, de vue d'ensemble. Le temps réel, eh ben là, c'est juste pour avoir, un aperçu de ce qui se passe en live sur votre site, en ce moment même et depuis les 30 dernières minutes, hein. Vous pouvez savoir d'où proviennent les internautes, quelles pages ils ont consultées, quelles actions, quels événements ils ont réalisés. Donc voilà, c'est des rapports, relativement, globaux et c'est pas avec ça que vous allez vraiment aller, sur de la granulométrie fine. On va plutôt utiliser, les rapports, d'en dessous et notamment, la collection de rapports cycle de vie. Voilà, donc, pour la petite histoire, hein, chaque collection de rapports, est, décomposée en catégories et pour chaque catégorie, il y a plusieurs rapports préconçus. Préconçus par Google et vous avez la possibilité de les utiliser en tant que tels ou de les modifier. Alors là, par exemple, la catégorie acquisition, c'est pour vous indiquer par quels canaux les utilisateurs arrivent sur votre site. La catégorie engagement, ça va indiquer les actions qui sont réalisées par les internautes sur votre site. Et la catégorie monétisation, c'est la manière dont votre site internet génère des revenus. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail des rapports d'acquisition, donc voilà, on va essayer de spécifier, les canaux par lesquels, les utilisateurs sont arrivés, sur votre site. On peut citer comme canaux principaux, la recherche organique, hein, ce qu'on appelle, le SEO. Est-ce que, les gens viennent en cliquant sur des extraits de vos pages, depuis les résultats de recherche? Le trafic direct, est-ce que, les internautes tapent directement l'adresse, de votre site, dans la barre de recherche ou cliquent sur un favori pour y accéder? Les backlinks, hein, les liens retours, donc ça, c'est des sites qui, ont des liens qui pointent, vers votre propre site. Le trafic qui provient des réseaux sociaux, hein, pour, voir si votre stratégie, social media marketing porte ses fruits et le trafic en provenance de vos campagnes d'email. Je vous ai fait, une capture d'un rapport d'acquisition et puis, vous voyez, ici, les différentes données, notamment dans le tableau, hein, le tableau des données. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans ce tableau, c'est que, la colonne de gauche, c'est, ce qu'on appelle, les dimensions.
Rappelez-vous de ça, la colonne de gauche, ce sont les dimensions. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure quand on parlera de la personnalisation, des rapports. Voilà, donc ça, c'est le rapport acquisition groupe de canaux. Alors les rapports détaillés sur l'engagement. Donc là, l'engagement, c'est est-ce que l'utilisateur qui est arrivé sur votre site internet a eu une interaction avec ce site internet? Parce que c'est ça votre objectif, c'est de générer des interactions et de mener vers la conversion. Alors, donc là, vous avez plusieurs, vous avez un rapport de vue, vue d'ensemble, pardon, de l'engagement. Après, vous avez, un rapport qui spécifie les noms d'événements. Donc là, vous allez préciser le nombre d'événements qui sont ventilés par type, ainsi que le nombre d'événements par utilisateur actif. Après, vous avez, les conversions. Donc là, les conversions, ce sont ce qu'on appelle des événements clés. Donc c'est des événements qui sont, que vous avez définis comme étant des événements clés et à chaque fois que ça va se passer, bah, ça va devenir une conversion. Page et écran, c'est le nombre d'événements par, URL pour chaque URL de votre site internet. Vous allez pouvoir définir quelles sont les pages de votre site internet qui génèrent le plus d'engagement. Et la page de destination, c'est toujours pareil, mais c'est uniquement pour la première page du site. La première page à laquelle les visiteurs accèdent en arrivant sur votre site internet, hein. Il y a une petite nuance. Donc voilà l'exemple d'un, rapport, engagement conversion, voilà. Vous avez, la dimension, la colonne de gauche, vous vous rappelez toujours les dimensions. Donc là, on est sur la dimension nom de l'événement et vous voyez les différents événements et après vous avez les valeurs, associées, à ces dimensions. Alors, le rapport détaillé monétisation, donc ça, c'est principalement, dédié, aux sites internet qui font de la vente en ligne, et l'objectif, c'est de vous donner un aperçu des revenus générés par votre plateforme. Donc ça, c'est particulièrement, apprécié par les équipes dirigeantes, qui veulent voir du concret, donc vous pouvez leur partager, les rapports si vous avez un site e-commerce, de façon à ce qu'ils puissent se faire une idée de ce que rapporte, le site internet. Voilà, si, vous avez un site internet qui est purement institutionnel, à ce moment-là, il y a que le rapport de rétention qui va vous intéresser. Et alors c'est quoi le rapport de rétention? Je vous en ai mis un ici. Et ben, c'est, un rapport qui va vous permettre de mesurer, la fidélisation. Par exemple, là, le premier graphique, vous avez un rapport entre, les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs connus, d'accord? Donc vous allez pouvoir, mesurer ce ratio et voir s'il augmente ou s'il réduit. Et plus, il réduit, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, mais plus il réduit et plus ça veut dire qu'il y a d'utilisateurs, qui vous connaissent sur la masse totale des utilisateurs. Voilà, alors après on a, la fidélisation, des utilisateurs qui est, le temps passé, jour après jour, sur votre site du jour 1 jusqu'à, plus un mois. Donc vous voyez la personne qui vient et qui va, utiliser, votre site dans le temps, plus ou moins, souvent et plus ou moins longtemps. Après vous avez le temps moyen, hein, également que, l'utilisateur va passer du jour 1 jusqu'à, 1 mois plus tard. Voilà, alors après, vous voyez des graphiques là où il y a marqué, fidélisation des utilisateurs par cohorte. Alors si vous voulez, savoir ce que c'est qu'une cohorte, et ben, c'est un ensemble d'utilisateurs qui est regroupé, par critères pertinents. C'est Google qui fait, par défaut des regroupements. Après vous pouvez créer vos propres cohortes, mais là en l'occurrence c'est une cohorte générée, par Google et ici là sur ces graphiques là, ça correspond au jour où l'utilisateur a été acquis. Allez, la collection objectif d'entreprise, donc ça, c'est, une série de rapports qui sont préconçus en se basant sur les informations que vous avez fournies au moment où vous avez, créé, votre compte administrateur Google Analytics et la propriété, de votre site internet.
Donc vous avez plusieurs objectifs qui sont disponibles, hein, je les cite ici là, donc générer des prospects, accroître les ventes en ligne, améliorer la notoriété de la marque, examiner le comportement des utilisateurs, voilà. Et en fonction, de l'objectif que vous avez choisi, les rapports par défaut, des objectifs d'entreprise diffèrent. Et puis vous avez également la collection utilisateur. Donc là, on va, avoir des rapports détaillés pour essayer de comprendre qui sont les utilisateurs, de votre site web et quelles sont leurs caractéristiques démographiques et technologiques. Donc je vous ai mis, ici, un petit exemple de rapport là où on voit, la proportion des systèmes d'exploitation des utilisateurs, qui sont arrivés sur le site, de la CCI. Alors, évidemment, tout ça, c'est, très intéressant, mais évidemment, c'est là que ça devient vraiment puissant, c'est que vous allez pouvoir personnaliser ces rapports détaillés, voire même créer vos propres rapports détaillés. Heu, donc, bah, vous allez pouvoir déjà alors je vais commencer par là, choisir un modèle de rapport. Donc là, en l'occurrence, c'est un modèle qui est basé sur l'acquisition d'utilisateurs, mais vous pouvez tout à fait choisir un modèle qui, est basé sur autre chose, sur les événements par exemple ou autre. Et ensuite, vous allez, pouvoir, définir, les données du rapport. Donc là, vous voyez tout en haut les dimensions. Donc vous vous rappelez les dimensions, si je reviens sur un rapport, c'est, hop, ici la colonne de gauche, hein. Là, nom de l'événement, c'est ça les dimensions. Donc vous allez pouvoir choisir, les dimensions, en mettre plusieurs de façon à ce que vous puissiez, faire évoluer les données que vous affichez dans le tableau et après vous allez pour chaque, dimension, vous pouvez afficher des métriques. Donc là, vous pouvez choisir les métriques que vous souhaitez afficher, dans votre tableau. Vous pouvez ensuite, gérer, un filtre. Donc là, encore une fois, on va choisir des variables et puis on va utiliser, des types de correspondance. On en a parlé tout à l'heure. On va choisir les graphiques, qu'on souhaite afficher, dans, notre rapport. Donc là, vous voyez, il y a des courbes, il y a des histogrammes. Et puis, vous allez également, ajouter des fiches récapitulatives. Donc les fiches récapitulatives, ça permet, bah, de faire remonter les données de votre rapport vers les vues d'ensemble. Donc ça, c'est vachement important parce que vous pouvez créer vos rapports personnalisés et choisir ce que vous allez pouvoir faire remonter dans les rapports vus d'ensemble. Hein, donc il y a toute une cohérence de création, des différents types de rapports, pour aller, faire des choses, très précises et très, très intéressantes. Alors comment est-ce qu'on crée un filtre, de rapport? Là, on l'a vu, sur la slide précédente à droite là, filtre du rapport. Et ben, les filtres du rapport, ils sont composés d'une variable et d'un type de correspondance. Voilà. Donc l'objectif, c'est de choisir la variable que vous souhaitez utiliser et de choisir un type de correspondance. Et pour ce type de correspondance, vous allez saisir une chaîne de caractères qui va être utilisée pour faire la correspondance. Donc en gros, sur l'exemple, ci-contre, j'ai envie, heu, de, prendre en considération, le trafic, mais uniquement sur l'agenda et les pages enfants de l'agenda. Donc en gros, j'ai un agenda sur mon site internet et ce que je veux savoir, c'est qui va consulter mon agenda et après qui va consulter les événements de l'agenda. Et ben, je vais créer un filtre de ce type-là. Je prends, dans, la variable, le chemin de la page, d'accord? Je prends un type de correspondance qui est commence par et je tape, agenda. Alors pourquoi je ne tape pas l'entièreté, du début de l'adresse URL? Eh ben, c'est parce que Google, il va gérer le début de votre, adresse URL, d'accord? Ça veut dire que le protocole, le nom de domaine, de deuxième niveau et le nom de domaine de top niveau, c'est pas la peine de le noter, hein. Tout ça, vous pouvez le gicler et ce qui vous intéresse, c'est de mettre ce qu'il y a juste après. Donc là, tout ce qui va, s'appeler, https://www.cci89.fr/agenda/ quelque chose et ben, ça va être bon et sinon, bah, c'est exclu du trafic. Alors vous pouvez rajouter, hein, des conditions,
pour complexifier vos filtres si vous le souhaitez. Alors pour la petite information, là, je ne l'ai pas mis, hein, j'ai pas déplié la liste déroulante, mais les types de variables, hein, vous en avez plein. Vous avez les données démographiques, la durée de vie de l'utilisateur, l'horodatage, les pages, les plateformes, les appareils, les sources de trafic, les utilisateurs, les zones géographiques, les événements, etc., etc. Allez, autre chose qui est important de faire, et qui va vraiment vous apporter des données très intéressantes, c'est d'appareiller votre propriété GA4 avec la Google Search Console. Donc c'est vraiment vivement conseillé de le faire. Ça va ajouter une collection de rapports supplémentaires et cette collection de rapports, elle va vous permettre de connaître des KPI vraiment très importants. Vous allez pouvoir inspecter les requêtes naturelles que les internautes ont utilisées pour arriver sur votre site. Vous allez avoir une idée du CTR associé. Donc ça, c'est le click-through rate. On voit ça juste après. C'est un KPI très important. Et vous allez pouvoir vous faire une idée du trafic réel qui est issu de la recherche naturelle et donc du référencement naturel, du SEO. Alors le CTR, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un calcul, un ratio entre le nombre de clics sur les extraits de vos pages divisé par le nombre de fois que ces extraits ont été imprimés dans les résultats de recherche. Voilà, et ça vous donne un taux de clics qui mène vers votre site. C'est ce qu'on appelle le CTR. Et plus le CTR est élevé, évidemment, et plus les extraits de vos pages sont performants. Plus ils attirent l'œil, plus ils donnent aux clients l'envie de cliquer. Parce que c'est bien gentil d'apparaître sur une page, mais si vous passez complètement inaperçu et que personne clique sur votre extrait, ben, vous avez beaucoup d'impressions, mais vous n'avez pas beaucoup de clics. Et donc, du coup, votre CTR, il est minuscule. Voilà. Un indicateur de performance des extraits des pages de votre site. Qui va également vous donner une idée de la pertinence des balises HTML critiques, notamment la balise titre et la balise de description. Également, vous donner des informations sur la pertinence de vos campagnes SEA, donc de publicité, d'advertising en ligne. Et donc les stats qui sont renvoyées par la Search Console, elles sont vraiment très efficaces, hein. On peut connaître le détail des requêtes de recherche, le pays du visiteur, le terminal qu'il utilise, les pages de destination sur lesquelles il est arrivé, etc., etc. Ça, c'est les requêtes qui ont été tapées par les internautes et qui les ont menées sur notre site, hein. Donc vous pouvez voir celles qui sont le plus utilisées. Ensuite, là, c'est les terminaux, hein. Donc, vous pouvez voir qu'en grande majorité, des gens qui vont sur le site internet de la CCI, ils sont sur un ordinateur. Et puis, les pages de destination qui génèrent donc le plus de trafic. Là, on voit que c'est la page d'accueil. Et en deux, c'est la liste des pièces pour créer une micro-entreprise. Et puis, vous avez toute la liste avec toutes les stats, hein, les clics dans la recherche, le nombre d'impressions, donc le CTR, la position moyenne dans la recherche. Ça aussi, c'est quand même vachement intéressant. Le taux d'engagement qui permet donc par soustraction de vous faire une idée du taux de rebond, etc. Donc ça, c'est très intéressant, les rapports Google Search Console. Il faut absolument appareiller votre Search Console avec votre propriété. Donc ça se fait facilement, hein, vous pouvez aller le faire depuis la Search Console et vous allez dans les paramètres, et vous vous associez avec, la propriété, Analytics ou inversement, ça se fait aussi depuis Analytics et vous allez chercher, heu, votre, heu, votre compte, Search Console. Alors, ce qui est intéressant, on a vu des collections, on a vu, le paramétrage de rapports et vous allez pouvoir créer vos propres collections de rapports via, un outil, un concept, hein, qui s'appelle la bibliothèque, et qui va regrouper en fait de base cette bibliothèque, elle regroupe, l'ensemble des rapports et des collections, qui existent et qui sont accessibles dans Google Analytics 4 et vous allez pouvoir créer des collections, vous allez pouvoir modifier des collections. Vous allez pouvoir créer des rapports, vous allez pouvoir populer vos collections avec des rapports que vous avez créés ou avec des rapports existants et vous allez pouvoir donc ainsi vous faire des rapports 100% personnalisés et qui sont parfaitement adaptés aux spécificités et à la typologie de votre entreprise.
Voilà, donc là j'ai pris une capture, hein, de cette bibliothèque et vous voyez les trois, enfin plusieurs collections de rapports, hein. Le cycle de vie, objectif d'entreprise, on en a déjà parlé. Vous voyez la collection de rapports Search Console, donc ça c'est ce qui a été créé automatiquement quand j'ai appareillé la Search Console. Et puis vous voyez aussi un rapport qui s'appelle CCI 89 et ça c'est moi qui l'ai créé avec à l'intérieur des thématiques de rapports personnalisés par service. Alors quand vous créez une collection, vous avez la possibilité de soit partir de zéro, donc là je vais cliquer sur le bouton vide, soit partir d'un modèle existant, voilà, pour gagner du temps. Et le principe est le suivant, une fois que vous êtes dans votre collection, donc dans la partie de gauche, vous avez, les thématiques, d'accord? Donc vous allez pouvoir, créer des thématiques et vous allez pouvoir populer vos thématiques avec des rapports qui sont disponibles dans, la partie droite de la capture d'écran. D'accord? Et vous voyez d'ailleurs, vous avez plusieurs types de rapports. Vous avez des rapports d'aperçu, hein, donc vue d'ensemble et des rapports détaillés. Et c'est à vous ensuite de populer vos thématiques avec, généralement, on met un rapport d'aperçu et plusieurs rapports détaillés. D'ailleurs, il me semble que c'est 7 collections max par propriété. Donc on ne peut pas non plus avoir une infinité de collections. Vous avez 5 thèmes maximum par collection et par thématique, vous pouvez avoir au maximum un rapport d'aperçu et 10 rapports détaillés. Voilà le principe de création des collections. Voilà, ensuite, effectivement, vous avez autre chose pour aller plus loin. Donc là, ce sont les explorations. Donc les explorations, elles permettent d'aller obtenir et chercher des insights qui sont plus précis, notamment sur le comportement des visiteurs sur votre site web. Voilà, cet outil permet d'accéder à des techniques d'analyse, que vous ne pouvez pas avoir, depuis les rapports, détaillés classiques. Le niveau de maîtrise qui est nécessaire, pour pouvoir exploiter correctement les explorations, il est relativement avancé. Donc, je ne traiterai pas, de ce sujet aujourd'hui parce qu'il faudrait, quasiment, un atelier en entier pour pouvoir explorer toutes les possibilités, de cet outil. Donc, voilà, je fais un petit teaser. Il est fortement probable que, je fasse un atelier sur le sujet en 2025. OK, on a encore un tout petit peu de temps, donc je vais pouvoir, vous parler, et finir sur cette partie 5. Donc c'est la fameuse API GTAG.js. Donc l'objectif, de cette API, c'est de pouvoir aller, un petit peu plus loin dans, la gestion des événements. On a parlé tout à l'heure, il y a des événements, d'accord? Il y a des événements que vous allez pouvoir identifier comme étant des événements clés et en fait, le problème, c'est qu'il y a certains événements qui ne sont pas toujours, un événement clé. Ça dépend, de certaines, caractéristiques, par exemple, d'où a été, réalisé cet événement, dans quelles conditions, et effectivement, si on prend, par exemple, l'événement clic, bon, on est content, on sait que la personne, elle a cliqué, mais si elle a juste cliqué sur une liste déroulante, c'est pas une conversion. Alors que si elle a cliqué sur le bouton «Ajouter au panier», c'est une conversion et donc c'est là qu'on va pouvoir, faire des choses, très intéressantes où on va pouvoir, différencier, certains, clics et considérer que certains clics sont des événements, clés et sont des conversions. Pour ça, on va utiliser, l'API gtag.js. Donc en fait, c'est la balise, Google, hein, qui dispose, d'une API, une interface de programmation qui est dédiée. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une fonction JavaScript, d'accord? Donc cette fonction JavaScript, c'est gtag et on va pouvoir donner, donner des arguments à cette fonction, pour pouvoir, faire remonter des événements et là, en l'occurrence, les arguments, ce sont des commandes. Alors je vous ai mis les 5 commandes. Nous, on va se focaliser sur la commande event qui fait remonter un événement. Voilà, on va utiliser cette commande pour, envoyer des données, d'événements à Google Analytics et donc concrètement, ça signifie qu'on peut écouter ce qui se passe sur une page web
et déclencher un événement personnalisé qui va remonter directement dans GA4. Alors, je vous montre rapidement la syntaxe, hein. Donc, vous lancez la fonction getag, vous précisez que c'est la commande event, ensuite vous donnez un nom à votre événement et vous faites remonter dans Google Analytics des paramètres que vous allez pouvoir ensuite exploiter. Alors tout ceci est peut-être un peu nébuleux pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vraiment de connaissances de développement, mais je vais quand même essayer de vous expliquer parce que c'est relativement, le principe est simple à comprendre et après, si vous êtes capable de transmettre ces informations de façon précise à un développeur, il pourra tout à fait mettre en place ce type d'écouteurs sur votre site internet. Donc voilà, mon objectif, c'est je veux savoir depuis quelle page je reçois le plus de clics ajoutés au panier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter un événement on-click sur tous les boutons ajoutés au panier de mon site, tout simplement. Et vous voyez là, dans la capture que j'ai mis en bas, vous constatez que j'ai cet attribut qui s'appelle onClick, hein, qui est tout en bas là. Et onClick, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je lance la fonction getag, je lui passe la commande événement, je lui donne le nom de mon événement, c'est un CTA Custom Tracking, donc c'est un suivi personnalisé de boutons d'appel à l'action, en gros. Et après, je lui fais remonter des paramètres qui vont me permettre d'avoir du métrique pertinent qui remonte dans Google Analytics. Et là, en l'occurrence, le métrique important, alors bah, je fais remonter ce que c'est comme type d'événement, je dis que c'est un clic, d'accord? Mais surtout, je fais remonter l'info, le button info, là où je vais donner l'adresse URL de la page sur laquelle on se trouve. Et après, du coup, je vais pouvoir comptabiliser d'où proviennent les clics ajoutés au panier et je vais pouvoir déterminer quelle est la page qui génère le plus de clics ajoutés au panier sur mon site. Voilà. J'espère que vous voyez un petit peu l'intérêt de faire une telle chose. Et du coup, à chaque fois qu'un internaute cliquera sur un bouton de ce type, eh bien, ça fera remonter un événement vers Google Analytics. Donc voilà, là en l'occurrence, depuis le rapport cycle de vie, engagement, événement, bah, vous pouvez le retrouver et vous voyez l'événement qui remonte dans les dimensions. C'est mon événement que j'ai créé, que j'ai ajouté avec ma fonction getag. Néanmoins, ça ne suffit pas de faire remonter cet événement. Maintenant, ce que je veux, c'est récupérer les paramètres qui sont associés à cet événement pour pouvoir avoir de l'information parfaitement complète. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ce qu'on appelle une dimension personnalisée. Donc là, il faut aller dans l'interface d'administration de Google Analytics 4. Ensuite, vous allez dans la vignette affichage des données et là, vous cliquez sur définition personnalisée. Et on va donc pouvoir créer une définition personnalisée. Donc, dans le nom de la dimension, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais essayez de mettre quelque chose d'explicite. La portée, en l'occurrence, là, il s'agit d'un événement, donc la portée, ça doit être obligatoirement événement. La description, bah, vous mettez un contenu libre. Et le paramètre d'événement, celui qu'on veut faire remonter, eh bien, c'est celui qui nous donne l'adresse URL de la page sur laquelle était le bouton. Donc, vous vous souvenez, si je remonte ici, c'est le paramètre button underscore infos. Eh ben, je le fais remonter ici dans mon paramètre d'événement. Et ensuite, ben, ce qui se passe, c'est que du coup, quand je vais aller dans les détails de mon événement CTA Custom Tracking, eh ben, je vais avoir des informations et notamment, vous voyez, là, j'ai survolé le added toute carte from slash, donc ça veut dire from la page d'accueil. Et vous voyez le nombre d'événements par rapport au nombre total d'événements. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est depuis la page d'accueil que le produit a été ajouté au panier. Donc très probablement depuis un module de vente croisée. Voilà.
Et ben là, en l'occurrence, ça me permet de savoir si les modules de vente croisée de ma page d'accueil fonctionnent bien. Voilà. Et on peut imaginer ensuite décliner ça pour n'importe quel type d'utilisation et donc pour n'importe quel type d'événement, de pouvoir avoir de l'événement personnalisé et de pouvoir le traiter, le faire remonter dans Google Analytics et le faire parler pour, trouver, le comportement, avoir des informations très précises sur le comportement des internautes sur votre site internet. OK, donc on a fini avec, cet atelier sur, Google Analytics 4. Alors je vous rappelle que je mène, une veille numérique, technologique, sur, LinkedIn, d'accord? Donc si vous êtes intéressé par la cybersécurité, par l'intelligence artificielle, par le marketing numérique ou par les technologies du web, bah, n'hésitez pas, à venir me suivre. Vous avez le nom, de la page, sur ce slide. Et je vous rappelle également que, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez contacter, le conseiller numérique de votre territoire et je vous affiche les coordonnées, de tous les conseillers numériques en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, il ne me reste que plus qu'à, vous remercier, de votre confiance et de votre, participation. Donc, merci et à la prochaine.